Bon, on a vu les fondations, on a vu le rejet. On a vu comment il a pris ce rejet pour en faire une véritable obsession. Mais là, maintenant, on arrive au cœur du problème. Parce que cette obsession, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est bien plus profond que ça. C'est une fin, et il faut vraiment qu'on comprenne ce que ça veut dire. Alors, cette fin, c'est quoi au juste ? Attention, on ne parle pas juste de motivation, ce n'est pas la petite phrase « j'aime gagner » ou « je suis un compétiteur ». Non. La fin de Michael Jordan, c'est un état d'esprit bien particulier, presque une pathologie qui va littéralement sculpter toute sa carrière. Et pour vraiment saisir ce qu'il fait avancer, il faut la disséquer, cette fin. On peut la décomposer en 4 grands éléments psychologiques. C'est vraiment la combinaison de ces 4 choses qui va créer le phénomène Jordan. La première chose, c'est ce besoin constant, perpétuel, de prouver sa valeur. Ce sentiment qu'il doit sans arrêt justifier sa place, même tout en haut. Ensuite, il y a cette obsession de s'améliorer. Le Michael Jordan d'aujourd'hui n'est jamais assez bon pour le Michael Jordan de demain. Troisième point, l'absence totale de satisfaction. Une victoire pour lui, c'est juste un soulagement de quelques secondes avant de penser au prochain défi. Et enfin, le plus important peut-être, son vrai adversaire, ce n'est pas l'équipe en face. C'est lui-même. C'est le Michael Jordan de la veille qu'il doit battre. Et attention, cette analyse psychologique, ce n'est pas juste une interprétation. Non, c'est une confession. Une confession qui vient directement de l'homme lui-même. Et ce n'est pas une phrase pour faire joli ou pour avoir l'air humble. C'est la vérité brute de ce qu'il ressentait. Voilà. Tout est dit. 6 fois champion du monde, sans doute le joueur le plus dominant de l'histoire du sport. Et pourtant, il a encore l'impression de devoir prouver quelque chose. C'est bien la preuve d'une fin qui ne peut jamais être calmée. Et cette fin qui ne s'arrête jamais, elle crée un cycle psychologique qui est à la fois fascinant et un peu terrifiant. C'est un cycle qui est l'outil parfait pour fabriquer un champion, mais c'est aussi un poison pour le bonheur personnel. Alors, comment ça marche, ce cycle ? Eh bien, tout commence ici, avec le succès. Une grosse performance, une victoire, et ce sentiment, ce shoot d'approbation qui vient avec. Sauf que cette approbation ne lui amène aucune paix. Au contraire, ça nourrit un désir encore plus puissant, le désir d'un succès encore plus grand, d'une reconnaissance encore plus forte. Et ce désir, bien sûr, il devient le carburant d'un travail complètement obsessionnel. Il repousse toutes les limites, ce qui, logiquement, va l'amener à des réussites encore plus spectaculaires. Mais le problème, c'est que la satisfaction, elle, n'arrive jamais. Ce nouveau succès ne fait que relancer la machine. La fin est de retour, encore plus grande, et elle exige un nouveau défi. C'est une boucle sans fin. Et c'est ça le paradoxe. Ce moteur psychologique est absolument parfait pour créer le champion ultime. Mais il est destructeur pour la personne qui voudrait juste un jour se poser et dire « ça suffit, je suis en paix ». Michael Jordan, lui, a fait son choix. Il a choisi d'être le champion. Une fin pareille, aussi brute, quasi animale, ça aurait pu le consumer de l'intérieur, le détruire. Mais une période absolument cruciale de sa vie va lui apprendre à la maîtriser, à la canaliser. Cette période, c'est l'université de North Carolina, UNC. On est entre 1981 et 1984. Sous la houlette d'un coach de légende, Dean Smith, Michael Jordan va complètement se transformer. Il arrive à l'université comme un athlète brut, surdoué. Il en repartira comme un maître tacticien. C'est Dean Smith lui-même qui l'a remarqué tout de suite. Ce n'est pas son talent qui l'a frappé en premier. C'était autre chose. C'était cette fin. Ce mot encore et toujours. C'est là, à UNC, que Michael a le déclic. Il comprend que cette fin, il peut la diriger vers un but précis. Atteindre la maîtrise technique parfaite. Le travail n'est plus une simple réponse à un rejet. Ça devient une quête, une religion. Et la preuve, elle est dans les chiffres, elle est flagrante. Regardez juste le bond dans sa moyenne de points entre sa toute première année et la deuxième. C'est spectaculaire. Et ce n'est pas juste parce qu'il joue plus, c'est le résultat direct de cette transformation, de ce travail acharné sur sa technique, guidé par Willie Smith. C'est Jordan qui le dit le mieux. Smith ne lui a pas appris à sauter plus haut ou à courir plus vite, non. Il lui a appris le jeu, la stratégie, l'art de savoir quand et comment utiliser ses capacités. Il lui a donné les clés pour décoder le basket. Son travail devient alors chirurgical. Il passe des heures et des heures sur son jeu de jambes. Il se met à étudier la géométrie du terrain, à anticiper les réactions des défenseurs sur chaque mouvement. Un de ses coéquipiers de l'époque l'a résumé parfaitement. Il ne jouait pas seulement pour gagner, il jouait pour inventer. Et c'est ça, la grande révélation de ses années universitaires. Il comprend que sa fin ne sera jamais calmée par les victoires. Mais elle peut être nourrie, alimentée par une quête qui, elle, est sans fin. Devenir si parfaite techniquement que personne, jamais, ne pourra l'arrêter. Alors forcément, en 1984, quand il quitte l'université pour la NBA, ce n'est plus le même homme. La fin est toujours là, bien sûr, peut-être même plus forte qu'avant. Mais maintenant, cette fin a une arme, une maîtrise technique absolue.
La suite de cette histoire, c'est tout simplement ce qui se passe quand on lâche cette force psychologique brute, mais désormais canalisée et affûtée comme une lame sur le monde du basket professionnel. Une révolution est sur le point de commencer. Et ça, c'est ce qu'on verra dans l'épisode 2.